Très chères femmes inspirantes, bonjour, bienvenue dans ce 5e épisode de Let's Talk avec Woman of That Inspire. L'épisode précédent, nous avons parlé des fiançailles et pour faire la continuité, nous allons parler du mariage. Selon les statistiques, un couple sur deux se sépare quelques années après s'être dit oui. À quoi est-ce que c'est dû? Le manque de communication, la mauvaise gestion des conflits. Nous allons parler de tout cela aujourd'hui avec l'équipe WOGI et Cathy Kaloumé. C'est parti. Alors, aujourd'hui, nous sommes de nouveau accompagnés de Jessica, de Mélissa et toujours de notre invitée Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien. Super. Contente d'être là encore une fois. Alors, Cathy nous a expliqué qu'elle était conseillère matrimoniale dans l'épisode précédent. Elle a dit qu'elle accompagnait les couples mariés et également les fiancés. Alors, Cathy, apparemment, un couple sur deux se sépare après s'être dit oui. À quoi penses-tu que c'est dû? Effectivement, c'est vrai d'après les statistiques et aussi, et ces statistiques-là, c'est pas que les chrétiens, c'est les chrétiens et les non-chrétiens. Oui, ça c'est vraiment C'est global. c'est Quelles sont global. selon toi les raisons pour lesquelles souvent les couples se séparent? Il y a ce côté, moi, d'après moi, hein, il y a ce côté, les gens pensent que quand tu es, en tant que chrétien, tu épouses un chrétien, boum, le mariage, automatiquement, tout va sur les roses ou tout va bien comme sur des roulettes. Non, c'est pas vrai. Parce que le mariage, c'est pour construire quelque chose. Donc, quand on construit, on travaille. Donc, on n'entre pas dans le mariage, et ben on se dit, ben, il est chrétien, je suis chrétien, et boum, c'est tout. Non, pas du tout. Parce que on est ensemble pour un but. Et donc, ça veut dire que c'est que l'un et l'autre doit ramener, ben, il faut l'amener en fait. C'est pas que tu viens, il faut amener quelque chose. Donc, il faut travailler, que ça soit dans la communication, que ça soit dans les projets qu'on a, que ça soit dans les gestions de conflits, et aussi se dire qu'on est complémentaires. Donc, on est différent parce que ben, on a été créé, on est unique. Donc, ça veut dire que ben, je ne peux pas être toi. Déjà, physiquement, on n'est pas la même chose. Mentalement aussi, c'est pas la même chose. Et donc, en tant qu'homme et femme, il y a cette différence-là. Donc, déjà, on vient avec cette différence-là. Ben, il faut maintenant essayer comment travailler ensemble, comment se complémenter pour construire quelque chose de bien ensemble. Donc, c'est le travail que souvent on oublie, on entre dans le mariage, on néglige le travail. En fait, il y a aussi ce côté, la priorité. On oublie que ben, son mariage, c'est quand même une priorité. Ça ne veut pas dire que ben, tout le reste n'existe pas. Tu as un travail, tu as ceci, tu as cela. Mais quand tu décides de te marier, tu entres dans le mariage devient une priorité. Donc tout ce qui est autour, en fait, vient pour aider à construire le mariage. C'est un peu ça. Ok. Mais justement, tu as répondu un peu à la question que j'allais te poser. Mais comme tu le dis, je pense qu'il y a un peu cette négligence, ou bien on sous-estime peut-être aussi le travail qu'il y a derrière un mariage qui fonctionne. Et moi, maintenant, ça m'amène à la question suivante. Comment on fait pour vivre les différences? Parce que selon les statistiques, ils disent en fait que les problèmes qui reviennent le plus souvent dans un couple, c'est le manque de communication, c'est les différences de caractère, la gestion des conflits. Maintenant, comment est-ce qu'on vit la différence quand on découvre qu'on est vraiment différent? Comment est-ce qu'on fait pour justement trouver cette harmonie dans le couple? Déjà, la première chose, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on est différent. Qu'on n'est pas... Parce que quand on l'accepte pas, donc c'est comme si dans sa tête on se dit, ben on est pareil. Donc du coup, tu t'attends à ce que l'autre réagisse à quelque chose de la même façon que toi. Tu t'attends à ce que l'autre personne fasse ci ou ça de la même façon que toi. Et c'est impossible. Dans le mariage, on est différent. Je dis toujours, on est différent, mais on est appelé à vivre dans l'unité, dans l'unicité de tout ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait l'unité, mais on est différent.
Et quand on accepte cette différence-là, c'est comme si on dit, en fait, cette différence-là, c'est censé me donner quelque chose, c'est censé m'amener quelque chose, c'est censé ajouter quelque chose dans ma vie. Et donc, on prend cette différence-là comme un bénéfice, si tu bénéfice ou avantage, en fait, oui. qui vient ajouter dans ma vie. Parce que si on est les mêmes personnes, ben alors à quoi bon d'être ensemble? Parce que j'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi, je peux rien ajouter dans ta vie parce que on est les mêmes. Donc il faut déjà accepter qu'on est différent de l'autre. Et en acceptant cette différence-là, c'est comme si on dit, donne-moi ce qui me manque pour être, pour se complémenter. Parce que pour se complémenter, ça veut dire qu'il y a deux choses qui viennent pour essayer. Tu vois, par exemple, les mains comme ça, pour que ça puisse entrer, pour faire ça, il faut laisser la place. Tout à fait. Si tu ne laisses pas la place ici, c'est comme si, du coup, c'est un choc. Ça reste comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tes mains, tu sens, il y a ça. Tu sens quelque chose, le muscle qui bouge. Oui. Donc, ce qui fait que ce choc-là ne va pas vous aider à avancer. Donc, pour bien avancer, pour être unis, il faut ouvrir les places pour qu'on puisse faire ça et faire entrer l'autre personne. C'est comme ça que l'autre peut entrer dans sa vie. Si on ne lui laisse pas la place, il ne peut pas entrer ou elle ne peut pas entrer. Tout à fait. Donc, il faut vraiment accepter cette différence et laisser la place de cette différence-là pour venir ajouter ce qu'il doit ajouter dans ma vie. Et souvent, ça passe même par la communication. Comment est-ce qu'on apprend à bien communiquer au sein d'un couple? C'est vrai qu'on dit toujours, le problème, c'est la communication. En fait, c'est pas vraiment la communication parce qu'on communique. Même le silence, c'est la bonne communication qu'il faut rechercher dans le mariage. Le silence, c'est une communication. La façon où tu bouges, parce qu'il y a des fois, tu peux regarder ton mari comme ça, tu t'as déjà tout dit. Il a même, t'as rien dit, mais t'as déjà tout dit. Et ça peut, ça peut même, exactement, ça peut même changer l'atmosphère parce que, ou de la façon dont tu as bougé, ou la façon où tu as fait le visage, tes expressions, en fait, ça communique. Mais il faut aussi se dire que la communication, c'est descendre à l'autre personne. C'est aussi, ça revient dans le service, servir l'autre pour l'aider à comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Si tu sais que, mon homme, par exemple, lui, quand je lui parle, il faut qu'il y ait en fait, la façon dont il perçoit les choses, il y a des mots-clés que je dois utiliser, par exemple, pour l'aider à comprendre. Parce que je connais un couple, par exemple, c'était l'homme, lui, il veut des détails dans le sens où si tu lui dis ça, il faut lui expliquer un peu, arriver jusqu'à la fin et arriver là-bas. En fait, il faut qu'il y ait genre conclusion. Avant de passer à autre chose. Parce que s'il n'y a pas de conclusion, donc pour lui, c'est comme s'il est resté dans l'autre truc, donc il ne va pas te comprendre. Et quand tu exprimes ce que tu ressens, que ce soit la colère ou que ce soit le mécontentement ou ce que tu veux exprimer à l'autre, en fait, il faut t'assurer que tu exprimes pour aider l'autre à te comprendre. Tu n'exprimes pas pour que toi, tu sois, pour te comprendre toi en fait. Tu exprimes pour que l'autre puisse comprendre ce que tu dis. Parce que si la personne ne comprend pas, il y a un souci. Et il faut aussi éviter comment on appelle ça, de sous-entendu ou de genre, j'ai dit ça, donc il va me comprendre. Voilà, tu aurais dû comprendre ça. Non, il n'est pas dans ta tête et il lit pas dans les esprits. Même s'il parle avec le Saint-Esprit, il lit pas dans les esprits. Donc il faut s'exprimer. C'est vrai qu'il y a d'autres femmes, quand tu commences à parler, tu vois que l'homme, par exemple, il bouge comme ça ou il dit un mot, du coup tu bloques. Ça ne va pas aller loin, ma chère. Donc, il faut prier pour que déjà cet esprit-là puisse sortir parce que du coup, tu ne peux pas communiquer, tu ne peux pas t'exprimer bien parce que tu n'arrives pas à faire ça. Et aussi, quelque chose qu'il faut aussi se dire, ça arrive aussi souvent, c'est quand tu dis quelque chose, en fait, tu t'attends à ce que l'autre personne puisse accepter ce que tu dis en fait, de reconnaître que y a un souci, que déjà il y a un truc. Faut pas venir que quelqu'un te dit quelque chose, je dis toi non c'est pas comme ça, non c'est pas. En fait c'est comme si tu dis à l'autre personne ce que tu ressens n'est pas vrai. Ou en fait tu négliges ou tu minimises
le ressenti de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? L'autre se dit, ah, ok, donc la personne, en fait, ne reçoit pas ce que je donne. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je ne parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive à ce point-là, tu te braques. Et donc, la communication, c'est quoi? Bonjour, au revoir. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses où on n'exprime plus. Et plus on continue comme ça, plus la connexion aussi s'enlève. Parce que pour l'intimité, l'amitié et tout ce qui va dans le mariage, ça passe par la communication. Et comme j'ai dit, ce n'est pas seulement les paroles. En fait, c'est la personne, la façon dont tu communiques ce que tu veux donner à l'autre. Donc, il faut absolument trouver un moyen de communiquer et aussi le cadre. C'est pas que tu as un souci avec quelqu'un, dès que la personne ouvre la porte, boum, tu commences à parler. Ou c'est quand tu es fâché ou tu as de trucs, c'est à ce moment-là que tu parles. Et bien, l'autre personne, en fait, n'est pas dans le cadre ou n'est pas dans l'état d'esprit de t'écouter. Donc, ce qui fait que ça ne va pas marcher parce que l'autre, soit il vient du travail et que ça s'est mal passé au travail et toi, tu l'attendais déjà avec ta liste de tout ce qu'il faut dire. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a un clash parce que lui, il n'est pas dans les cadres. Exactement. Et donc, c'est qui fait que... à l'homme de souffler, on est c'est important. C'est important parce que en fait, c'est pour aider l'autre personne à se retrouver. Parce que si je ne suis pas dans l'état de parler, en fait, il n'y aura pas de communication. Ce sera toi qui parles. Il n'y aura pas de dialogue. Et donc, il y a des choses où il faut même, il faut prendre un rendez-vous. Pas rendez-vous dans le sens où est-ce que je peux... Non, en fait, rendez-vous dans le sens où on dit ce soir, on planifie, voilà, qu'on aura le temps de parler. C'est pas qu'on aura le temps juste... Mais en fait, tu ouvres, tu crées l'atmosphère, l'ambiance pour permettre à une bonne communication. Tout à fait. Et maintenant, quand ça se passe mal et qu'on arrive au stade où on est en conflit, comment est-ce qu'on fait pour gérer les conflits dans un couple? Souvent, quand on parle de conflit, automatiquement on voit la guerre, ou on voit quelque chose de mauvais, Il y a des fois, en fait, le conflit, quand on le prend en tant qu'une équipe, en tant que... c'est pas avec mon ennemi, mais c'est mon coéquipier, mon partenaire. En fait, on le prend différemment aussi. Parce que souvent, quand on dit conflit, automatiquement, on voit l'autre comme l'ennemi. Et ça, directement, on est parti dans un truc qui ne va pas marcher parce qu'on voit l'autre comme l'ennemi. Mais quand il y a un conflit et qu'on voit l'autre comme notre partenaire et que c'est pour construire, et là, on le voit aussi différemment. Il faut aussi changer en fait la perception du mot conflit dans les couples. Parce que c'est possible de le voir, et c'est bien même d'avoir des conflits, parce que ça veut dire que on amène quelque chose pour construire. Conflit, c'est pas toujours dans le négatif, c'est aussi pour construire. Parce que s'il y a pas, comme j'ai dit avant, on est différent. On est différent, ça veut dire qu'il y aura des conflits d'idées, il y aura des conflits de pensée aussi, parce qu'on ne pense pas de la même façon. Même si on a un même projet, le même but, la façon dont moi j'ai envie de faire un truc, c'est peut-être pas la façon dont le mari a envie de le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on appelle ça quoi? Conflit. Et pourtant, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est pour aider à construire. Et donc, c'est aussi, j'ai dit toujours, pour aider un peu à gérer le conflit, c'est changer la façon dont on voit les conflits. Et changer la façon dont on voit l'autre aussi. C'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi. Par rapport justement à ça, au conflit, est-ce que c'est mauvais dans certains cas d'en parler à d'autres personnes? Est-ce que si on a une situation conflictuelle ou difficile, est-ce qu'il faut absolument tout garder pour soi ou est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'on dit souvent, voilà, il faut faire attention, des fois on ne sait pas trop vers qui se tourner, mais parfois ça s'accumule et on a besoin d'une personne peut-être externe qui va pouvoir nous écouter, etc. Si on ne trouve pas cette oreille attentive à la maison. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça?
C'est vrai qu'on dit toujours, oh non, il ne faut pas raconter ces problèmes de foyer ou de mariage dehors. C'est vrai, il ne faut pas raconter à n'importe qui, mais il faut en parler avec quelqu'un. Comme j'ai dit souvent, il faut prier par rapport à ça. Que Dieu t'oriente à trouver quelqu'un, une oreille de sagesse, une oreille qui est aussi remplie du Saint-Esprit pour t'aider. Mais il faut en parler. Ne souffre pas dans le mariage. Parce que souvent on dit, oh non, on va gérer ça nous-mêmes. Non, on n'est pas... Parce que surtout au début, il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre. Même à 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, il y a des choses qu'on apprend toujours parce qu'on est appelé à grandir, on est appelé à changer, on est appelé à évoluer. Donc ça veut dire que ce que j'étais il y a 5 ans, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Donc ça veut dire que on a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin d'apprendre. Donc, quand il y a des soucis et tu sens que non, ça, on n'arrive pas, il faut trouver. C'est vrai que maintenant, on en parle plus, que ce soit le conseiller conjugal, que ce soit du thérapie, mais il faut trouver quelqu'un de neutre pour aider. Parce que souvent, on voit aussi, on trouve quelqu'un, soit de la famille de la femme ou de l'homme. Donc, du coup, on trouve quelqu'un qui ne sera pas neutre. Donc, c'est pour ça que c'est important de trouver quelqu'un qui sera neutre afin de vous donner un œil extérieur pour vous aider à comprendre déjà ce qui se passe et à vous aider à voir les choses aussi différemment. C'est vraiment ça le conflit. En fait, c'est aider à voir les choses de la même façon. C'est les choses qui sont différentes, mais de le voir avec la perception de deux personnes et comment le mettre ensemble pour avancer en fait. C'est important. Non, il faut trouver quelqu'un avec qui parler, mais quelqu'un de neutre. Ok. Alors, on a dit que les couples se séparent souvent à cause de la mauvaise gestion des conflits, à cause de la mauvaise communication, de la différence des caractères. Mais il y a aussi le fait que après plusieurs années, tout simplement, la flamme commence à s'éteindre. Comment est-ce qu'on fait pour garder la complicité et la flamme après X autant d'années? Oui, il y a la monotonie qui s'installe, qu'il faut aussi se dire que la monotonie ne marche pas, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans beaucoup de choses. Quand il y a la monotonie, il y a un truc qui ne va pas. Même toi, en tant que personne, tu sens que ça ne va pas, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire ceci. Le truc, c'est que dans le mariage, la flamme, ça se maintient. C'est comme une bougie. Si tu as la bougie et que tu l'allumes pas, en fait, ça va s'éteindre. Donc, il faut s'assurer que ça reste coulé jusqu'à ce que, si tu la laisses comme ça, ça va s'éteindre. Donc, il faut s'assurer qu'il y a assez de cire dans le truc pour que ça continue à s'allumer. Et ça, c'est la même chose dans le mariage. Il y a ce mot que j'ai dit toujours, maintenir. Maintenir. Il faut maintenir cela. Il faut maintenir, parce que sinon, ça va s'éteindre. Mais c'est le travail. Concrètement? Oui, mais ça dépend de couple. Ça dépend de couple. Il y a des choses qu'on met en place. On met des genre de dinner date qu'on met ensemble. Il y a des moments de qualité qu'il faut privilégier. Et ça, c'est des choses que très souvent, tous les deux travaillent. On a des enfants, on a ceci. Après, on se dit, non, la vie prend cours. Non, il faut trouver cela. Il faut... Dans tout cela, prendre le temps de construire le couple, parce que sinon, l'autre chose va prendre priorité sur vous. Et comme j'ai dit toujours, quand on se marie, le mariage devient la priorité. Donc, il faut y travailler. Quand on met le mariage en troisième ou quatrième position, ça sera la quatrième position que ça va prendre dans la vie aussi. Donc, on a Dieu et on a son couple qu'il faut travailler, qu'il faut maintenir. Et en tant que couple, ce qu'il faut faire, c'est rester connecté. Rester connecté. Que ça soit... dans des petites choses, il y a des téléphones où on peut rester connecté même dans son travail. Tu envoies un petit message, tu envoies un petit je sais pas quoi, juste pour permettre à l'autre de se dire que je veux rentrer à la maison, il y a quelqu'un qui m'attend, ou le soir on va se voir. Et en fait, c'est pour dire que l'autre, je pense à toi.
C'est, le truc, c'est de rappeler à l'autre que je pense à toi. Même si je suis loin, je suis au travail, mais je pense à toi. Tu es important pour moi. Parce que c'est que ça communique. Quand que ce soit un petit message, que ce soit il y a ceux qui aiment le téléphone, de s'appeler, ou il y a ceux qui aiment even FaceTime pendant sa pause. En fait, c'est rester connecté. C'est ce qu'il faut se rappeler. Et maintenant, c'est pas que tu n'es pas obligé d'aller au restaurant ou sortir pour le date night, mais il faut se dire que au moins une fois par semaine, il faut trouver le temps où on est juste nous deux, où on fait nous deux. Sans les enfants. Sans les enfants, c'est nous deux. J'ai toujours dit, on est d'abord monsieur, madame, mari et femme, avant d'être parents. Parce que les enfants, ils vont partir, ils vont fonder leur famille aussi, et nous, on va rester. Et c'est ça aussi qui fait que souvent, quand on arrive à un certain âge, on devient des colocataires, parce que on était plus parents que époux, quoi. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant. Les enfants, ils sont là, on est parents, mais d'abord, on est mari et femme. Et donc, il faut absolument travailler cela, très, très important, pour éviter, à un certain moment, de se retrouver 20 ans, 25 ans après le mariage, on divorce. On divorce. C'est pas qu'ils s'aiment plus, parce que l'amour est là. C'est juste que ça n'a pas été entretenu pendant tous ces temps, parce que on était focus enfant, focus travail, focus l'argent, focus les différences de caractère qu'on n'a pas acceptées, qu'on a soit gardé, on n'a pas communiqué des choses ou exprimé des choses, et donc ça reste. C'est l'expression en fait de notre cœur. Parce que quand on parle de divorce, par exemple, dans la Bible, Jésus a dit en fait que Moïse a accordé cela à cause de la dureté de votre cœur. Le divorce, ça vient de... C'est vraiment... C'est le péché, en fait, qui s'exprime pendant ce temps-là. Donc, son cœur qui exprime le péché, et ça nous amène à divorcer. Et très souvent, tu entends, oh non, je l'aime encore. Tu entends ce genre de choses, genre, on reste amis, on reste... Et pourquoi vous ne serez pas amis là-dedans? Tu vois, c'est un peu ce côté-là. Bien qu'on s'entend. Voilà. Et maintenant, on le facilite même en se disant, on peut se marier, parce qu'on sait que le divorce est possible. En fait, c'est une option qu'on se donne un peu, en se disant, on se marie, si ça ne marche pas, c'est la vie, du coup, je passe de l'autre côté. Et pourtant, ce n'est pas le but du mariage, et ce n'est pas dans le plan de Dieu de divorcer. Parce que si on regarde un peu dans Genèse, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, la relation était... Dieu les a chassés, mais il a pris sa femme. Il n'a pas laissé, il n'a pas dit, elle a bousillé ma relation avec Dieu, elle a bousillé quoi que ce soit. Non, elle a pris parce que c'était dans le plan de Dieu, il n'y avait pas de divorce. Ça ne faisait pas partie de son plan. Et quand Moïse a dit cela, c'est à cause de ce qui se passait à l'époque. Donc c'était, tu fais souffrir l'enfant d'autrui. Et Moïse a autorisé cela, tu la laisses partir. Au lieu de la détruire, au lieu de la maltraiter, en fait, tu la laisses partir. C'était pour éviter des abus qui se passaient à l'époque. Quand on regarde, quand on étudie un peu l'histoire de là où, pourquoi Moïse avait accepté d'accorder le divorce au peuple de Dieu. Ok. Cathy, j'ai une dernière question pour toi. J'entends souvent que les couples doivent avoir leurs activités séparées. Pour le bien du couple, il faut que chacun ait ses activités à part, garde aussi les amitiés, puisse de temps en temps sortir avec leurs amis, hors couple en fait, donc pas ensemble. Est-ce que c'est vrai que c'est important pour préserver un peu le bien du couple? Oui, c'est important parce que c'est vrai, on est mariés, mais on est quand même... on est une personne aussi créée avec des désirs personnels qu'il faut aussi essayer de combler. Le but, en fait, de garder un peu ce côté, c'est pour ne pas t'oublier. Parce qu'il y a des fois, dès qu'on se marie, on oublie un peu l'extérieur. C'est comme si, je suis mariée, il y a un truc, je suis mariée, il y a un truc, je suis mariée. Donc, c'est comme si je suis mariée, la vie s'arrête là. Non,
Ça y est, En tant que j'ai, marié, tu peux atteint mon aussi objectif. sortir avec les sœurs que tu connaissais avant, tes amis que tu connaissais avant. Tu peux sortir, cela ne veut pas dire que... Mais en fait, il faut juste... Quand tu sors comme ça, mais ça ne veut pas dire que quand tu sors, tu n'es plus marié. C'est juste que tu gardes ta statut de femme mariée. En fait, souvent on dit ça, c'est en se disant, oh, mais quand tu sors avec les femmes qui ne sont pas mariées, par exemple, ben, il y a les hommes qui vont venir. Et ben toi, tu connais ta place. Donc, tu ne vas pas commencer à parler avec tous les hommes. Tu ne vas pas commencer à faire comme si je suis là aussi à chercher comme tout le monde. Moi, c'est un peu ce côté-là pour éviter cela, eh ben, on pousse les personnes. Non, tu ne sors pas. Non, quand tu sors avec les personnes, n'oublie pas ta position d'une femme, de quelqu'un, eh ben, tu te respectes. Oui. Et tu peux. Et aussi pour garder en fait, les activités, c'est pour te permettre en fait, de vivre en tant que femme. Parce que il y a des choses que Dieu a mis en toi. C'est pas parce que tu deviens mariée, boum, ces choses-là, Dieu ferme le robinet. Non, ces choses-là sont encore là. Et donc, il faut aussi, c'est encouragé même de trouver cette activité-là pour te permettre de vivre en tant que femme. Parce que ça te booste aussi, ça te permet de se dire, oui, je peux encore le faire. J'ai encore ça en moi, mais je suis aussi, en tant qu'épouse, mais c'est juste qu'il faut communiquer cela. Pas vivre ma vie, donc c'est pas comme si, oh, ça c'est ma vie privée, donc monsieur n'a pas le droit à ça, non. Il est au courant de tout ce qui se passe, mais c'est juste que tu le fais sans lui. Et je voulais même ajouter, je trouve ça très important même de temps en temps sortir avec des personnes célibataires ou de se mélanger, parce que ça nous sort un peu de ce statut de femme mariée, de maman, de parler d'autres choses que des couches et tout ce qui s'ensuit. Ça fait vraiment du bien en tant que femme, comme tu l'as dit. On est des êtres à part entière. Exactement. Voilà, merci beaucoup Cathy. Je vais passer la parole à Jessica pour la suite. Très bien, on va passer à la séquence mise en situation. Donc c'est une séquence où je vais, Cathy, te poser plusieurs questions, des questions concrètes de la vie de tous les jours et je vais te demander d'y répondre de façon honnête, sincère, sur base de ton expérience de femme mariée mais aussi d'experte. Répondre solennellement. Alors je commence la première question. Je suis mariée et je m'entends pas très bien avec ma belle famille. Comment me sortir de cette situation? Comment me sortir de ce calvaire? C'est vrai que je ne sais pas si c'est un mythe ou c'est quelque chose qu'on met tellement en avant que quand on se marie, la belle famille c'est l'ennemi, la belle famille c'est ceci, c'est cela. J'ai dit toujours, en tant qu'un couple marié, il faut mettre des barrières. Il faut avoir des barrières et ça vient de deux côtés. Parce que l'homme et la femme, c'est comme si vous êtes, en fait, t'es l'avocat de l'autre dans ta famille. Parce que très souvent, c'est quand on entre comme ça, en fait, l'homme laisse un peu sa femme comme ça, parce que voilà, c'est débrouillé dans la famille. Il y a aussi d'autres cultures ou tribus même, où quand la femme vient, c'est comme si la femme doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. En fait, doit prouver, doit faire ses preuves dans la famille. Et en fait, c'est la place de l'homme de dire, moi, ma femme, il y a ça, 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 ça. C'est comme ça qu'on protège aussi, pour éviter de donner, en fait, comment on dit, de tendre quelque chose à la famille, de taper ta femme. C'est à toi de protéger l'autre dans la famille. Je ne sais pas si je veux vous donner quand même un exemple que je connais. En fait, l'homme, ce qu'il avait fait, en fait, c'est de parler déjà avec sa famille. S'il y a un souci avec mon épouse, vous venez à moi. Vous n'allez pas, même si elle a fait quelque chose de mauvais, personne ne doit aller lui faire de remarques ou quoi que ce soit. Vous venez me parler et moi, je connais ma femme, je saurai comment gérer la situation. Et effectivement, ça a fait que depuis le début, en fait, ça c'est quelque chose qu'ils ont mis en place depuis le début. Et ça va de deux côtés, parce que c'est une conversation qu'ils ont eue avant le mariage, de se dire comment on gère nos deux familles. Parce que je connais ma famille, toi aussi tu connais ta famille, comment on le gère. Et ça a fait que la femme aussi, elle a fait la même chose. Dans sa famille, en fait, c'est que je vous amène, c'est que je vous dis par rapport à mon époux, eh ben, c'est ce que vous allez prendre. Il n'y a pas de « oh non, ton mari a fait ça, ton mari… » Non, tu viens me dire. Et ça a fait que les deux côtés
les familles, ils passent toujours par l'homme. Avant de parler, s'il y a quelque chose, ah non, lui là, il est comme ça avec sa femme, donc il protège tellement sa femme que si tu lui dis un truc, en fait, c'est comme si tu as un problème avec lui. C'est pas qu'il va manquer du respect à sa famille, c'est juste qu'il va vous dire, eh ben, s'il y a un souci, vous touchez pas à mon épouse. Ça, c'est les barrières que très souvent on oublie de dire que c'est à moi de protéger. Si tu ne protèges pas ta femme, en fait, tu la laisses à ses propres, à sa propre sort. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout le monde aura droit. Que ça soit des petites sœurs, que ça soit des grandes sœurs. Donc, parce que je connais des familles où, en fait, le grand frère est capable de frapper, de parler à sa belle-sœur, au point où il est même capable de la gifler. Pourquoi? Parce que c'est le grand frère. Donc, du coup, le frère, il dit « Ah non, c'est mon grand frère, je ne peux pas faire ça. » Non, quand tu deviens un homme marié, tu es un homme responsable. Donc, tu n'es plus que le fils, le petit frère. Non, tu es un homme marié responsable de quelqu'un. Donc, devant Dieu, tu as des responsabilités de protéger ton épouse. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est à l'homme de prendre ce côté-là. Et revenons maintenant à la femme. À la femme aussi, il faut te dire que quand je fais cette relation que j'ai avec eux, c'est à cause de mon mari. C'est grâce à mon mari. Et donc, qu'est-ce que je fais? Pour lui donner à lui la paix, de ce côté-là, moi, j'essaie de faire de mon mieux pour ne pas entrer en conflit. Qui m'aime ou qui ne m'aime pas, j'essaie de mettre des barrières pour ne pas entrer en conflit. S'il y a un truc, ils vont parler, ils vont dire ceci, ils ne vont pas m'entendre, moi, commencer à se chamailler avec un tel, à parler avec un tel. Oh, tu as fait ça, tu avais... Non. Parce que j'essaie de garder non seulement la paix pour moi, mais la paix pour mon couple aussi. Parce que du coup, si je commence à me chamailler avec eux, qui va souffrir? C'est même pas moi, c'est le mari. Parce qu'il sera au milieu de deux. Et donc, pour éviter de lui mettre dans ce genre de situation, eh ben, s'il faut même éviter d'aller dans la belle famille, à part quand il y a des occasions... on peut aller, mais pas tous les week-ends. Non, pour éviter d'avoir des problèmes, et ben, s'il faut avoir des nouvelles des beaux-parents, tu appelles de temps en temps pour avoir des nouvelles. Et s'il faut aller les voir par respect, tu vas visiter la belle famille. En fait, c'est pour garder un peu ce côté-là. On est un couple, on se marie à deux, mais il y a la famille qui entre dedans. On peut le dire que non, c'est pas ça. Non, la famille est là, on ne va pas le jeter, on ne va pas le oublier, mais on peut mettre des barrières pour éviter qu'il y ait tout ce genre de problème. Okay. Protection, mettez des barrières, comme l'a dit Cathy. J'enchaîne avec la deuxième et dernière question. C'est une question assez large. Donc, je gagne financièrement beaucoup plus que mon mari. J'ai même déjà un bien immobilier. Comment est-ce que je fais pour éviter les frustrations? En fait, il faut voir ça, c'est une bénédiction, parce que ça veut dire que Dieu t'a béni quelque part. Et si l'homme, déjà, il a un souci avec ça, déjà, c'est à lui un peu de prier et de demander à Dieu de l'aider. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, la femme, en fait, c'est quelque chose qu'on voit maintenant dans la société. Je ne dis pas que c'est tout le monde, c'est un peu quelque chose qu'on donne aussi. En tant que femme, j'ai tout, donc c'est comme si je me suffis à moi-même. Donc, tu es là, en fait, je peux t'éjecter si je veux, parce que j'ai pas trop besoin de toi. Mais dans le plan de Dieu, c'est pas ça le but, en fait. Parce que toi, avoir, que ça soit ton bien, ou même gagner plus que l'homme, ça ne fait pas de toi le chef par rapport à l'entreprise qui est le mariage. Donc, c'est juste que, en fait, avoir aussi cette humilité là, de se dire, ok, j'ai un bien, je gagne plus, mais j'ai toujours un chef. Et que je me soumets au plan qu'on a avec l'homme. C'est vrai que quand l'homme est là, il fait rien, il se plaint, c'est comme s'il dit, oh, mais non. En fait, il ne faut pas qu'il ait l'attitude de se dire qu'elle gagne plus que moi, donc ça veut dire que je ne suis plus homme. Non, l'argent ne le fait pas. En fait, c'est que tu y es, c'est pas seulement l'argent.
C'est pas seulement le bien que tu as, c'est ce que tu amènes en fait dans la vie de la personne. C'est ce que tu amènes en tant que projet, en tant que plan de Dieu pour la personne aussi, qui fait de toi l'homme, qui fait de toi le chef. Mais en tant que femme, il faut aussi reconnaître que l'autre aussi, tu dois lui mettre à sa place. Parce que c'est ça le souci. C'est quand tu as plus, est-ce que tu lui mets à sa place? Ou tu lui montres que c'est moi qui a plus, c'est moi qui a plus, qui a amené plus dans le couple. Donc, c'est comme si on inverse un peu le rôle. Non, il faut lui montrer que j'ai plus, mais ça ne veut pas dire que c'est moi le chef de la famille. C'est juste que Dieu m'a béni, Dieu m'a donné ça avant, et c'est pour nous en fait. Il faut aussi se rappeler que c'est pour construire notre mariage, c'est pour construire afin d'accomplir le plan de Dieu. Parce que Dieu, quand il bénit, c'est pour un but aussi. Quand il donne quelque chose, il pourvoit aussi. Donc, ça veut pas, l'homme, c'est à lui de chercher maintenant à avoir quelque chose. Tant que l'homme, il ne reste pas à la maison à se plaindre, oh non, elle a plus d'argent, donc du coup, c'est l'argent de la femme. C'est que c'est là où la femme arrive un peu à être frustrée ou à se sentir un peu puissant parce que les décisions financières, à un moment donné, c'est la personne un peu qui commence à le prendre au lieu de le prendre à deux. Même si c'est toi qui amènes l'argent, les décisions, on le prend quand même à deux. Mais c'est juste, il faut se rappeler que même si tu as plus, dans le cadre de mariage, dans l'institution du mariage, c'est toujours lui le chef. Mais c'est à l'homme d'aller chercher, parce que Dieu a dit, je te mets là pour travailler. Et donc, c'est à lui d'aller travailler. Même s'il gagne moins, mais il faut qu'il travaille. Ça, c'est biblique, il faut qu'il travaille. Voilà. Vous avez entendu. J'ai un avis à partager à ce sujet. Que c'est vraiment, elle a résumé tout ce que je pense moi-même aussi en tant que femme. Parce que la société veut normaliser ce qui est anormal. Veut donner des caps à ce qu'il ne faut pas. Parce qu'aujourd'hui, la femme est tellement... on met tellement une pression à la femme que des fois on se perd en tant que femme dans la société. Tout à fait. On veut tellement nous faire croire que voilà, le fait d'être indépendante, on va dire, rien contre les femmes indépendantes, le fait d'être indépendante fait de nous des femmes accomplies et qu'on n'a pas forcément besoin d'un homme. Et des fois il y a des femmes qui accomplissent des choses, des rêves, tout en oubliant l'objectif. Et l'objectif, certes, le mariage n'est pas un objectif pour tous, mais l'objectif, c'est d'être épanoui, cependant. Et on revient encore à la Bible, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et donc souvent, on se perd, on se dit, voilà, j'ai tout, j'ai pas besoin d'un homme. Mais après, on se retrouve quand même malheureux parce qu'on n'a pas le soir à qui partager nos frustrations, nos désirs, nos ceci, cela. Après, on se retrouve que l'horloge chronologique avance. Et après, c'est là qu'on commence à faire peut-être souvent des mauvais choix, tout simplement par pression, parce qu'à un certain moment, on avait cette possibilité, en tant que femme, de faire le bon choix. Et c'est pour ça que je suis d'accord qu'il faut, en tant que femme, ne pas se perdre. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Et pas se prétendre, bon je suis pas féministe ou quoi, mais pas prétendre d'être au même stade que l'homme. Chacun doit être à sa place et le juste milieu c'est bon. Ça c'est mon avis. Mais il faut aussi se rappeler que quand on dit on est indépendant, on est interdépendant. Parce que même une personne qui a un business, tu as besoin de main-d'œuvre, tu as besoin de ceci. Donc, ce côté, on amène tellement indépendant, sans en fait comprendre la définition du mot indépendant aussi. On a été créé à être dépendant. Parce que c'est impossible de vivre seul. C'est impossible de vivre seul. Parce que, comme la Bible le dit, oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est parce qu'on a besoin de l'autre pour créer, on a besoin de l'autre pour accomplir, on a besoin de l'autre. Comme j'ai dit, tu as ta propre business, mais le matériel, c'est pas toi qui produis. Tu ne vas pas aller le chercher, si tu achètes ça quelque part, tu vas pas aller ça va pas venir tout seul. Tu vas le chercher, tu vas trouver quelqu'un pour t'aider. Et donc, il faut aussi comprendre le côté là, indépendant, ça veut dire quoi? Parce que c'est vrai que maintenant, c'est parce que tu as peut-être, la femme a de l'argent, tu peux maintenant t'acheter. En fait, c'est une bénédiction, c'est une grâce que Dieu nous donne d'accomplir. Mais n'oublions pas que
de s'accepter dans sa position de femme, c'est une puissance. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire sans en fait se battre avec les hommes ont fait ci, les hommes ça, les hommes ça, les hommes ça. Mais en fait, d'accepter que je suis une femme et je peux créer, je peux apporter ça, je peux faire ça, je peux... Et là, quand tu t'acceptes, tu n'as même pas besoin de te battre avec un homme. Tu n'as même pas besoin de se dire, oh, je suis indépendante, je suis ça. Tu n'as même pas besoin de le dire parce que tu l'es déjà. C'est en toi. Et donc, quand tu te présentes avec ça, avec confiance en Dieu, en se disant, j'ai ça. Et donc, je peux apporter ça dans ta vie. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire en tant que femme. Donc voilà, ici la partie témoignage. Aujourd'hui, c'est une jeune dame qui nous a adressé son témoignage. Voilà. Bonjour. Cette année, ça fait 7 ans que je suis mariée avec mon mari. Mon homme a bien évolué dans sa carrière. Il bosse énormément. Ça lui arrive souvent de s'absenter à cause de son boulot. Il rentre souvent tard. On n'a plus beaucoup d'intimité. Le côté rapport, n'en parlons même pas. Nos conversations se limitent aux enfants. Que dois-je faire? Pourrais-tu y répondre, Cathy, s'il te plaît? J'ai dit toujours le mariage, c'est comme les 4 saisons en fait. Il y a 4 saisons. Il y a l'hiver, le printemps et l'été. Et à chaque fois, tu ne peux pas t'habiller par exemple pendant l'été comme si c'était en hiver. Et tu ne peux pas t'habiller pendant l'hiver comme si c'était en été. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le mariage, on traverse des saisons. Et à chaque saison, c'est des sacrifices qu'on fait pour nous permettre de vivre, de construire quelque chose. Parce que là, il a un travail. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas de communication déjà, parce qu'il y a un souci de communication dans ça, parce qu'il faut se dire que quand tu trouves un travail, il y a des fois où tu arrives à un certain niveau, on te demande un peu beaucoup aussi. Mais quand tu ne viens pas exprimer cela dans le couple en se disant, écoute, dans le travail, ça se passe comme ça. Et donc, ça veut dire qu'on va faire un peu de sacrifice. Et que, c'est vrai, je travaille de longues heures et je fais ci et ça. C'est à la femme maintenant d'essayer de transformer ce moment-là où on peut être ensemble. Au lieu de parler des enfants, on le change un peu en autre chose. Et aussi de parler à la personne en lui disant, écoute, on doit changer cela parce que sinon ça va nous mener quelque part où qui n'est pas bien, ça va nous poser des problèmes. Donc on doit changer quelque chose. Le problème, c'est pas le travail en soi, mais c'est la gestion de son temps qui est problématique. Parce que si tu vas au travail, tu ne fais pas 24 heures sur 24 heures, tu ne travailles pas 7 heures. Et c'est à l'homme, en fait, de donner aussi la priorité à sa famille. En se disant, écoute, je travaille, et que si c'est le samedi, par exemple, parce qu'il ne travaille pas le samedi et le dimanche, sûrement, il y a un jour où il ne travaille pas. Et ce jour-là, il fait quoi? Est-ce qu'il donne priorité à sa vie, à sa propre vie à lui, ou il amène le boulot à la maison, ou il prend ce temps-là pour donner la priorité à sa famille? Parce qu'on parle des enfants, donc ça veut dire qu'il y a des enfants, mais les enfants, ils ont quel âge? Parce que si les enfants, ils sont encore petits, ça veut dire que il faut trouver un moyen de mettre les enfants au lit très tôt pour permettre au couple de passer du temps ensemble. Et éviter de faire à chaque conversation, il n'y a que les enfants. Ça veut dire qu'il y a eu une coupure quelque part où on a arrêté de communiquer. Et maintenant, c'est vraiment le minimum. Parce que déjà, il y a des frustrations qui sont là. Il y a il y a un peu la colère aussi qui est là, qui fait que j'ai même pas envie de communiquer parce que il n'est pas là, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Parce que l'intimité, par exemple, ça vient dans la communication. Si on ne communique pas, il n'y aura pas d'intimité, il n'y aura pas de relation, que ça soit sexuelle ou autre, il n'y aura pas parce que on se donne pas l'occasion. Parce que pour la femme, c'est pas comme l'homme. L'homme, il peut venir, bam bam, il fait vite fait et il passe à autre chose. Mais pour la femme, c'est pas ça. Il lui faut du temps, il lui faut le cadre, il lui faut beaucoup de choses pour permettre à la femme d'entrer dans l'ambiance. Donc, ce qui fait que la femme, en fait, elle ferme un peu la porte aussi parce que
elle ne sait pas comment se donner, elle ne sait pas comment communiquer. Donc c'est vraiment le côté communication qu'il faut travailler et parler ensemble avec le monsieur pour lui demander, avec l'époux, pour lui expliquer un peu la situation, pour lui faire comprendre aussi le souci, c'est pas que c'est une bénédiction d'avoir un travail, mais que ce travail ne soit pas le problème du couple, mais non, que ça reste une bénédiction et non pas un malheur dans le couple. Donc il faut vraiment trouver le temps de parler par rapport à ça et de trouver, pour la femme, d'essayer de trouver les moments où on peut caser même 1 heure ensemble, où on passe du temps, juste on parle de nous, pas les enfants, on parle de la vie, on parle d'autres choses, de projets, essayer de changer un peu ce côté, il travaille beaucoup, parce que la femme, là, elle est déjà il n'a plus le temps pour la famille, donc elle a déjà changé la façon de voir l'homme. Donc, elle ne voit plus, elle le voit comme, il travaille beaucoup, il nous abandonne, il fait ceci. En fait, elle a déjà fermé un peu la façon dont elle voit l'homme, c'est qu'il ne la permet pas, en fait, de voir autre chose. Elle ne permet pas de voir la bénédiction qu'ils ont à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup Cathy pour toutes les clés que tu nous as données pour que le mariage fonctionne. Et on le voit, le mariage fonctionne. Toi-même, tu as plusieurs années de mariage. Combien d'années? 15 ans de mariage. 15 ans de mariage, voilà. Donc les filles, vous le voyez, ça existe. Le mariage qui dure même jusque pour toujours, comme on dit. Et vraiment, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment pour vous donner des clés, des conseils de la part de Cathy pour que vous puissiez les appliquer dans votre mariage et que votre mariage réussisse. Donc voilà les filles, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir suivi, merci Cathy, merci les filles qui sont avec nous de l'équipe. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. À bientôt.